Bonsoir. Le 18 décembre 2006, à l'Écluse, juste au-dessus, à deux ponts sur le canal, Jean Rochefort avait répondu à l'appel de l'association des enfants de Don Quichotte. Et il était venu surtout exprimer son indignation à l'idée qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue à Paris, dans des tentes de fortune. Et je voudrais vous lire rapidement ce qu'il disait à l'occasion. Il faut l'imaginer avec la voix inimitable de Jean Rochefort. Ça doit vraiment disparaître, et le plus vite possible. Il faut que ces gens-là aient le plus vite possible un domicile. Tout ça n'est pas possible. J'ai passé quelques décennies sur la planète, c'est l'âge de la révolte maintenant. C'est dire merde, je vais pas partir alors que tout ça perdure, c'est pas possible. Merde, je vais pas partir alors que tout ça perdure, c'est pas possible. Jean Rochefort est mort en octobre dernier, et si vous avez descendu le canal pour revenir, les tentes sont toujours là. Il y a 2 ans, je cherchais un nouveau projet de recherche et j'avais envie d'aller dans quelque chose de plus concret que ce qui était face à moi à l'époque, qui était un long projet de recherche sur les défilés de mode et la Fashion Week. Et voulant sortir un peu du glamour, je regardais dans l'actualité quelque chose qui ait du sens. Et malheureusement, il y avait 2 choses qui dominaient l'actualité à ce moment-là, la crise des réfugiés et un triste record qui était celui du nombre de sans-abri morts dans la rue en France. On en était à 500 à l'époque. Et j'ai eu envie de travailler sur les 2 sujets. Il y en a un qui m'a mené vers les camps de réfugiés au Liban, en Syrie et récemment avec les Rohingyas dans le sud du Bangladesh. Mais ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est les SDF, ceux que l'abbé Pierre appelait avec amour et avec humour les couches dehors, et qui sont encore toujours là. D'ailleurs, j'emprunte à l'abbé Pierre le sous-titre de ma présentation et j'en reparlerai tout à l'heure. Sur cette idée d'une insurrection de la bonté. Et je m'inspire d'un titre d'Hannah Arendt, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je n'habite pas en France, j'ai le privilège et le plaisir d'habiter dans une ville britannique magnifique, qui est la ville d'Oxford, qui existe autour d'une université médiévale. Ce qui fait que juste derrière chez moi, il y a ces bâtiments-là, St. John's College, par exemple, construit au XIIIe siècle. Et sur ces photos qu'on trouve sur tous les sites internet de toute l'université d'Oxford, il manque 2 choses. Premièrement, c'est en Angleterre, donc il ne fait pas toujours ce temps-là. Il fait ce temps-là. Toujours magnifique, toujours médiéval, un peu gris, un peu pluvieux, un peu froid. Il manque une autre chose, c'est que proportionnellement, la ville d'Oxford est une des villes qui a le plus de SDF en Grande-Bretagne. Et c'est eux dont je voudrais parler parce que on ne les voit pas sur la carte postale, ils disparaissent des photos, mais c'est eux qui sont le plus marquants si on fait un tout petit peu attention à la ville d'Oxford. L'Angleterre a une population croissante de SDF, ils sont comme nous, ils ont du mal à faire face aux problèmes, parfois malheureusement pour des raisons totalement cosmétiques. Imaginez que vous ayez un mariage royal dans les rues de Londres, forcément ça fait un peu tâche. Et sur les selfies des touristes à Oxford, c'est sûr qu'un SDF, ça ne fait pas bien non plus. Donc aujourd'hui, la ville d'Oxford a laissé passer des amendes de 2500 livres sterling pour ces gens qui avaient l'outrecuidance de ne pas avoir les moyens de dormir quelque part. 2500 livres sterling. C'est dérisoire. En même temps, la France n'est pas un pays modèle non plus. On a eu des débats récemment sur le nombre de gens qui dormaient dans la rue à Paris, qui a donné lieu à cette nuit de la solidarité, certes très politique, mais qui avait un avantage, c'était d'être capable de répondre à la question de combien de personnes dorment dans la rue chaque nuit à Paris. 3000. 3000. Le chiffre varie évidemment. 450 dans le 10e arrondissement. Et vous pouvez en trouver une centaine si vous remontez le canal entre ici et Stalingrad. La fondation l'Abbé Pierre, justement, a identifié que sur les 10 dernières années, la population de SDF avait augmenté de 50%. 150% sur les 10 dernières années. Ça valait le coup, en tout cas pour moi et pour une collègue avec laquelle je travaille, Anne Janant, qui est à l'université Paris-Sud. Ça nous a donné envie de travailler sur ce phénomène-là. Et un des grands avantages de notre métier, c'est que quand on commence à travailler sur un sujet, il faut qu'on lise énormément. C'est un travail solitaire, parfois ennuyeux. Les étudiants qui sont en train d'écrire leur mémoire en ce moment savent quelque chose. Mais un des avantages que ça a, c'est qu'on doit aller rencontrer les gens.
On doit aller sur le terrain. Ça m'a donné l'occasion d'aller discuter avec des personnes qui dorment dans la rue, avec des personnes qui sont sorties de la rue, d'anciens sans-abri, avec des acteurs d'associations, d'ONG, avec des travailleurs sociaux. Et d'aller au contact de tous ces gens-là a eu un impact sur moi que je voudrais partager avec vous. Et puis après, je voudrais vous parler un peu de l'impact que ça a pu avoir sur mes pauvres cobayes d'étudiants en 3e année. Une journée qui m'a marqué et à laquelle on a pu avoir accès grâce à ma collègue Adjanan, c'est le recueil social de la RATP. Il faut savoir que la RATP, depuis les années 90, a une cellule spécifique dédiée à se confronter, à essayer d'accompagner, à essayer de prendre en charge la population de sans-abri. Aujourd'hui, c'est une 60aine de personnes qui travaillent sur 3 créneaux qui sont la journée, la petite nuit et la grande nuit. Vous les reconnaîtrez facilement. Ils ont un gilet marron et ils essayent de faire en sorte que les SDF aient un endroit où aller. La RATP fait beaucoup. La RATP finance, cofinance, organise, co-organise, structure un grand nombre d'institutions en région parisienne pour accueillir cette population de sans-abri. Passer une journée avec eux, c'est extrêmement marquant. C'est extrêmement intéressant. Parler avec des gens qui ne font que ça, pas avec des grands discours, pas avec des grandes actions, avec simplicité. Ça remet en place, ça fait un peu de bien et surtout ça marque et je me suis surpris dans les jours et les semaines qu'on suivit à avoir une attention et des réflexes que j'avais pas avant et je vous rassure que j'ai perdu depuis et puis je repasse une journée avec eux et ça revient. C'est que c'est facile de passer devant des SDF et de ne pas les regarder, voire de les enjamber. De temps en temps, on donne une pièce, mais vous remarquerez que des fois, on donne une pièce, mais sans même regarder la personne. On jette ça dans le récipient qui est devant, on ne dit pas bonjour, pas au revoir. On se plaindra après qu'ils ne nous disent pas merci. Et on évite le contact. Il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on essaye de s'anesthésier, de mettre à distance ces personnes-là, même quand on va au contact, même quand on donne quelque chose. Et d'ailleurs, quand on n'a rien, on regarde nos pompes. On fait semblant de regarder quelle station on est, le plan du métro. On essaye de s'échapper de cette interaction-là qui nous fait un peu peur. Et à chaque fois que je passe du temps avec ces gens-là, avec des travailleurs sociaux, à chaque fois que je passe du temps au contact de ces sans-abri, je me sens derrière, non pas bien, non pas généreux, non pas vertueux, mais plus au contact, plus éveillé et plus dérangé. Ça déséquilibre. Mais peut-être qu'on a besoin de se déséquilibrer un peu parce que, enfin, on a un problème. Les gens meurent de froid dans les rues, dans un pays riche aujourd'hui. Peut-être qu'il faut qu'on arrête avec notre petit confort équilibré. Ça m'avait rappelé la manière dont Hannah Arendt caractérisait Adolf Eichmann, dont elle suivait le procès, qui était un fonctionnaire nazi. Et elle suivait son procès en 1961 à Jérusalem. Et elle disait ça de lui, que c'était un petit homme totalement normal, tout le monde voulait y voir quelqu'un de diabolique, et elle y voit quelqu'un qui, au fil des mois et des années, a perdu le besoin de sentir quoi que ce soit. C'est pas seulement qu'il a perdu le sentiment, il a perdu le besoin de sentir. Et bon, ça fait toujours un peu mal d'avoir une phrase à propos d'un nazi qui vous rappelle vos travers, mais une fois de plus, c'était peut-être un déséquilibre nécessaire. Donc je me suis dit que j'allais déséquilibrer mes étudiants. Dans le cours affectueusement nommé HVE 308, Sociologie de l'entreprise, en 3e année ici, j'ai proposé aux étudiants enfin, je n'aurais pas proposé, je leur ai imposé, de parler du travailleur pauvre. C'est-à-dire ces gens qui ont un contrat, qui ont un emploi, mais qui ont des difficultés à trouver un logement, voire non pas de logement fixe, voire dorment dans la rue. Des gens qui travaillent toute la journée, puis qui dorment dans le métro, vont dans un foyer pour prendre une douche, et puis vont travailler le lendemain. En tant que futur manager, il me semblait important de noter que de plus en plus de gens étaient confrontés à ça. Aujourd'hui, avoir un emploi stable, ça ne garantit plus d'être protégé de la misère. Et si on cumule les chiffres, qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, près de 3 sans-abri sur 10 ont un emploi plus ou moins stable. Et sur ces 3 sur 10, il y en a 40% qui sont en CDI. Ça veut dire qu'il y a un SDF sur 10 qui travaille, de près ou de loin, en CDI. C'est pas anodin comme chiffre, mais vu que j'avais envie de les secouer un peu plus, je ne me suis pas contenté de leur dire ça, je leur ai donné un devoir. Par groupe de 2 ou 3, vous allez aller rencontrer un SDF dans la rue et vous allez retracer sa trajectoire professionnelle.
depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Par où il est passé, par où elle est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Ça demandait de passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec une personne sans abri. Certains y sont allés en traînant des pieds, on ne peut pas leur en vouloir, ce n'est pas un devoir évident, en école de commerce encore moins. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils en sont revenus. Et je voudrais juste vous lire très rapidement un extrait d'un rapport d'une des étudiantes. Elles étaient allées rencontrer une sans-abri, pas très loin d'ici, qui s'appelle Ibrahima. C'est avec le cœur lourd que nous avons quitté Ibrahima. Rentré chez moi, je me suis empressé de raconter cette rencontre à ma famille. Je me suis rendu compte de la chance que j'ai. La réalité de la vie m'a rattrapé ce jour-là. Toutes ces personnes que je croise tous les jours, qui me paraissaient banales et qui pourtant ont un présent si lourd. Je m'endormirai tous les soirs en ayant une pensée pour ceux qui sont en situation d'exclusion et de précarité. Je ne sais pas si elle a continué pendant des semaines et des mois à avoir une pensée tous les soirs, mais si elle l'a fait pendant quelques jours, forcément, elle aussi, comme moi, elle a eu un peu de mal à enjamber un SDF en regardant ailleurs. D'aller au contact de ces gens-là, de les rencontrer, de rencontrer les gens, ça impose quelque chose, ça nous déséquilibre, ça nous fait bouger. Mais c'est un déséquilibre nécessaire. Notre équilibre est souvent une manière de cacher notre confort auquel on est très attaché, confort qui se fait au détriment de la rencontre avec l'autre. Histoire de pousser encore un peu dans le cours, parce que je trouvais qu'il s'était un peu reposé jusque-là, la dernière séance était consacrée à un documentaire qui s'appelle Comme tout le monde, que je vous conseille, qui fait le portrait de 4 sans-abri. L'équipe du tournage nous a fait le plaisir de venir pour discuter avec les étudiants. Et on a fait la surprise aux étudiants, ils sont venus avec 3 des 4 sans-abri pour qu'ils puissent poser des questions. Michael, Kenny, Loubna. Là, vous pouvez voir Kenny et Loubna, je n'ai pas trouvé de photo de Michael. On devait passer une demi-heure, ça a duré 1h15 à échanger, à discuter. Les étudiants ont été remarquables de respect, mais aussi de curiosité, de sincérité. Ils ont osé poser des questions qu'on ose trop rarement poser, qui peuvent paraître naïves, mais qu'il faudrait qu'on se pose. Ça vous manque le confort? Est-ce que vous avez des relations amoureuses? Comment vous faites pour avoir des relations sexuelles? C'est pas évident comme question. Et les sans-abri, bon, je leur avais dit, vous avez le droit de répondre comme vous voulez, vous avez aussi le droit de répondre que vous n'avez pas le droit, que vous n'avez pas envie de répondre à ces questions-là. Ils ont joué le jeu, ils ont répondu. On devait terminer à 19h30, les étudiants sont restés jusqu'à 20h15. Faire rester des étudiants après 19h30, c'est pas évident. Les étudiants ont traîné après, ont discuté avec les SDF, ont pris des numéros d'associations, certains sont allés faire des maraudes. Certains se sont inquiétés de ce qu'était devenue la personne qu'ils avaient rencontrée. Un des groupes est retourné et n'a pas réussi à retrouver la personne, s'est inquiété, s'est renseigné, a réussi à retracer et était rassuré. Il m'a envoyé un mail en me disant « c'est bon, on l'a retrouvé, il va bien ». Il y a quelque chose de naïf, il y a quelque chose de touchant, mais en même temps, est-ce que c'est pas choquant que cette naïveté et que cette pulsion-là de rencontre, on l'ait autant perdue? Une fois qu'on rencontre ces personnes-là, une fois qu'on discute avec elles, une de ces personnes-là, celle que vous voulez, on les regarde, on les voit, et apparaît le visage, qui est extrêmement important chez Emmanuel Lévinas, philosophe français pour qui la relation éthique et la pulsion de responsabilité, une pulsion qui pour lui était infinie, passait par le visage. Le visage s'impose à moi, sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère. La conscience perd sa première place. L'idée qu'on est au centre du monde, que notre confort est plus important que celui des autres, que notre équilibre est plus important que celui des autres, disparaît au moment où on fait l'effort de rencontrer l'autre, de rencontrer la personne. C'est pas évident, ça fait bouger, ça laisse une trace. Pensez à cette étudiante qui, à ce moment-là, déclare que tous les soirs, elle se couchera en ayant une pensée pour les personnes en situation d'exclusion. Ça peut faire sourire, mais en même temps, est-ce que c'est pas choquant qu'on aille se coucher tous les soirs sans avoir une pensée pour des gens qui dorment dehors? Il y a quelque chose de bizarre dans cette anesthésie-là. Et ça me fait revenir à Hannah Arendt, et même si c'est toujours un parallèle qui est douloureux à faire, pour Hannah Arendt, il n'y a pas de mal absolu, il n'y a pas de mal radical. Adolf Eichmann n'est pas diabolique, il est banal, il est normal. Là où le mal peut s'installer, ça n'est pas parce qu'il y a une personne diabolique, mais parce que nous sommes tous
prêts à rentrer dans cette banalité, cette tranquillité, ce confort. Pour elle, la banalité du mal, c'est le refus de juger, c'est quand on se met à distance, c'est quand on ne se donne pas les moyens de voir, de rencontrer, d'observer. Faute d'imagination, faute d'avoir présent devant les yeux et de prendre en considération les autres. On se met à distance de manière à ne pas voir. Et comme ça, on se protège. Ce que je voudrais vous proposer, c'est d'essayer d'inverser les choses et de rentrer dans une banalité du bien, pas avec des grandes actions, pas avec des grands défis, mais avec simplement le fait de refuser d'être anesthésié. Aller au contact, aller rencontrer. Alors, je ne vais pas vous donner des devoirs, je n'ai pas le même pouvoir sur vous que sur mes étudiants, les miens sont obligés de faire ce que je leur dis de faire. Mais essayez ça en rentrant ce soir, parce que malheureusement, il n'y a pas une seule personne ici qui ne va pas rentrer ce soir en croisant une personne sans abri. Essayez d'avoir de la monnaie. Si vous n'avez pas de la monnaie, venez m'en emprunter. Et si j'ai plus de monnaie sur moi, on se tournera vers Philippe Bastien qui sera ravi de contribuer. Et quand vous croisez cette personne-là, accroupissez-vous. C'est quelque chose que m'ont dit les gens du recueil social, mais qu'en fait est fondamental. C'est des gens qui sont souvent assis par terre. Et quand on se penche vers eux, il y a quelque chose de très violent, voire d'intimidant. Accroupissez-vous, dites bonsoir. Présentez-vous, demandez à la personne quel est son prénom, donnez-lui quelques pièces, donnez-lui dans la main et touchez sa main. Même si c'est sale, c'est pas grave, le métro est encore plus dégueulasse que la main d'un SDF. Mettez l'argent dans sa main, dites-lui au revoir, et dites-lui bon courage, parce que pour dormir ce soir dans la rue à Paris, sans péter les plombs, sans aller braquer le premier petit magasin à côté de chez vous, sans agresser des gens dans la rue, sans voler des petites vieilles. Il faut avoir du courage. Faut, vous imaginez la solidité morale et éthique qu'il faut avoir quand on est dans cette situation-là pour ne pas devenir violent. Souhaitez-leur bon courage et vous en allez. Ça ne vous a pris que 25 secondes de plus que d'habitude. Mais je peux vous dire deux choses. Premièrement, pour avoir parlé avec un grand nombre de sans-abri, je peux vous dire que ça les touche et c'est extrêmement important. Ça laisse une trace chez eux, ça laissera une trace chez vous, et peut-être que comme mon étudiante, vous irez vous coucher en ayant une pensée pour les personnes en situation d'exclusion. Le timer clignote, et j'aimerais vous laisser sur une pensée, un cri qu'avait poussé l'abbé Pierre le 1er février 1954, et qui malheureusement pourrait être poussé aujourd'hui. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000, recroquevillés, sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre les hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Merci.